Bien le bonjour à toutes et à tous. Ça fait plaisir de vous voir ici réunis en ce jour de grâce du 27 mai. Nous sommes réunis pour parler de Estrange 5 et 6, mais surtout du 5, sur lequel on est en train de travailler actuellement, parce qu'aujourd'hui, on a lancé la campagne de précommande sur Ulule pour les deux prochains numéros de Estrange, comme chaque année. C'est devenu une tradition avec laquelle je suis très content d'obtempérer. Et du coup, voilà, ça a commencé aujourd'hui à 11 heures cette campagne de précommande, et elle va durer pendant un mois. Aujourd'hui, nous faisons donc le live, le troisième, la nuit de l'Estrange. Et pour ce faire, je suis accompagné d'une fort belle équipe. Je suis accompagné de Fanny Charras, Rafik Djoumi, ainsi que Antoine Daher. Merci beaucoup à vous de vous joindre aujourd'hui. Merci. Oui. Merci. Du coup, pour vous présenter très rapidement, Fanny, tu avais déjà collaboré au premier Strange. Tu as beaucoup de cordes à ton arc, mais est-ce que si on devait te présenter très rapidement à quelqu'un, on pourrait te présenter en tant que sociologue d'abord? Oui, ça me va. Anthropologue Sociologue? ou sociologue. Très bien. Rafik et Antoine, est-ce que parmi les qualificatifs pour vous présenter, je peux mettre auteur, essayiste, exégète, des univers notamment de l'imaginaire, mais pas que? Est-ce que c'est Nerd. des choses qui... Nerd, c'est bien. Non, c'est bien. Ouais. Du coup, Fanny, tu étais déjà apparue dans le premier Estrange. Rafik, tu nous as rejoint à partir du troisième sur le Pulp. Oui. Et Antoine, toi, tu es apparu dans le deuxième numéro sur les Freaks. Oui, c'est ça. Et ça me fait vraiment beaucoup plaisir de voir qu'au fil des numéros, les choses changent, c'est fini, mais en même temps, il y a une sorte de famille étrange qui continue à apparaître et qui fait vraiment partie de l'ADN de la revue. Ça fait vraiment très très plaisir à voir et de voir comment ça s'est développé, surtout très naturellement. Mais pour celles et ceux qui nous regardent et qui ne sauraient pas forcément ce qu'est Estrange, je vais très rapidement présenter la revue. Estrange, c'est une revue qu'on a créée il y a 2 ans chez Gallimard, dans la collection Webec. C'est une revue qui est dédiée à l'étrange du monde qui nous entoure, de manière générale. C'est parti d'une question assez simple, le fait que on est beaucoup quand même à regarder le monde qui nous entoure et à nous dire, mais ce monde est tout à fait zinzin, n'est-ce pas? Donc la question, ça a été de se dire, est-ce que c'est vraiment le monde lui-même qui devient de plus en plus étrange, ou est-ce que c'est la perception qu'on en a qui devient de plus en plus étrange et déformée, notamment à travers notre usage des réseaux sociaux, à travers le fait que de plus en plus on est bombardé de contenus, de news, de divertissements sans savoir ce qui est réel, faux, artificiel, réel. Bref, on est dans une accélération et une confusion croissante par rapport à beaucoup de choses. Et je voulais que Strange soit un écho à toutes ces questions et que ce soit une revue qui traite donc de cet étrange, du monde qui nous entoure, sous différentes facettes. Donc chaque numéro a une thématique bien particulière. Le quatrième, qui a été consacré à la mémoire d'Internet, est sorti en avril, le mois dernier, et on est vraiment ravis de vos retours. Et là, donc, on bosse sur ce numéro 5, qui s'intitule Ras-le-bol de la fin du monde. Voilà. L'idée vraiment avec ce numéro, c'est d'aborder en fait la thématique de la fin du monde, qui est une thématique qui traverse toutes les époques, toutes les générations, mais chaque fois avec, on va dire, une couleur un petit peu particulière, propre en fait à son époque, propre à la génération qui la traverse. Mais les rhétoriques de fin du monde et tous les discours de fin du monde qu'on traverse en ce moment, quand même, ils ont une petite couleur bien particulière qui nous donne l'impression que le monde est en train, n'en finit plus de brûler. Donc, le numéro va interroger ça, mais surtout, j'ai envie que ce soit un numéro qui donne envie par rapport à tous ces discours de l'effondrement et par rapport à toutes ces informations. Et, bref, c'est un numéro qui donne envie. C'est un numéro qui donne envie de se dire, on est peut-être dans la merde, certes, mais il n'est pas trop tard pour se remonter les manches, pour faire des choses, pour créer, pour faire brûler notre cosmos, comme dirait ce bon Masami Kurumada. Et voilà, c'est un numéro donc qui a cette ambition d'être un numéro de passeur d'envie, de passeur d'inspiration. Un numéro, quand on le referme, qui donne envie de faire des choses, vraiment. Comme je le dis dans la vidéo que j'ai publiée aujourd'hui sur la chaîne, quelque chose qui augmente l'envie et la puissance d'être. Donc, on va en parler de tout ça, on va parler avec nos invités de leur contribution future, de tout ce qu'ils pensent de tout ça. Mais avant, on va peut-être se regarder le sommaire du numéro 5 en images. Maxime, tu peux envoyer.
Voilà, c'est magnifique. Pour rappel, le numéro sort en octobre 2025. Et du coup, chers amis, quand je vous ai parlé de la thématique du numéro, avec ce côté apocalypse, avec un point d'interrogation, ce côté ras-le-bol de la fin du monde, ce côté TDI, qu'est-ce que ça a été votre premier réflexe, en fait, quand je vous ai parlé de cette thématique? Quelles sont les premières idées qui vous sont venues à l'esprit, les premiers doutes peut-être par rapport au fait de traiter le sujet d'une manière renouvelée? Je sais pas. Fanny, peut-être qu'on peut commencer par toi. Oui. Alors moi, à vrai dire, la première chose que j'ai pensé, c'est bah, comme je suis sociologue anthropologue, j'ai un peu tendance, en plus je suis une femme et ça joue, j'ai un peu tendance à me dire, merde, je suis pas du tout spécialiste de ce sujet, donc ça va pas. Et tout d'un Ouais. coup, je me suis souvenu en fait, la semaine qui a suivi, j'ai mis une semaine ou quelques jours, je me suis dit, mais c'est vrai que je viens juste de transcrire tout un passage d'un entretien que j'avais fait il y a longtemps, justement sur cette thématique, mais je l'avais fait quelques temps avant en me disant, il faudrait un jour que je l'exploite parce que c'est merveilleux ce qu'il y a à l'intérieur. Et en fait, cet entretien, donc c'est un entretien que j'ai réalisé avec quelqu'un que je connaissais bien, qui vit sur la côte nord péruvienne, où j'ai fait un travail de terrain de près d'un an. Donc c'est un endroit où il y a beaucoup de chamans et je travaillais sur le chamanisme. Et en fait, un jour, quand je suis retournée là-bas, il y avait un cataclysme, en fait, un déluge qui a ratiboisé le village où j'étais censée aller. À Lima, la capitale du Pérou, on m'a dit n'y va surtout pas, il y a sans doute une épidémie de choléra qui va se déclarer dans les jours qui viennent, etc. Et en fait, je me suis dit, mais si, il faut que j'y aille parce que je ne vais pas laisser les gens que je connais sans savoir ce qui leur est arrivé, etc. Voilà. Donc je suis allée sur place avec mes gros sabots, entre guillemets, d'occidental, qui veut prendre des notes parce que c'était en lien avec mon travail d'anthropologue et qui, en même temps, n'arrêtait pas de s'inquiéter pour les populations locales, de se dire mais qu'est-ce que je vais faire ici? À quoi ça sert de faire de l'anthropologie si c'est pour assister à ça? Et en fait, progressivement, j'ai été étonnée de voir, en fait, de réaliser, parce que j'ai mis un moment à ouvrir les yeux là-dessus, que les gens, quand ils me racontaient ce désastre, ils riaient. Il y a quelqu'un qui me dit ah oui, j'ai dû soulever toutes mes affaires parce que l'eau les avait emportées, puis mon toit il s'est envolé, mais elle me dit ça avec un énorme éclat de rire. Et en fait, Ouais. je me rends compte que c'est moi qui apporte mon pessimisme ou mon fatalisme ou mon inquiétude, et je pense au réchauffement climatique, etc., mais que c'est pas du tout la réaction que j'ai sous les yeux. Et donc j'ai commencé à faire des entretiens, et l'entretien en question, celui dont je viens de parler au tout début là, c'est un entretien dans lequel quelqu'un me raconte comment déjà il y a 30 ans il y avait quelque chose de semblable qui s'est passé, Hmm. et en fait c'est presque un entretien mythologique sur le rapport à la fin du monde. Ouais. D'accord. Et ce qui était aussi dans le premier Strange, il y a de la contribution que tu as apportée au premier Strange. Il y avait un côté qui était fascinant dans ton article, c'était quelque chose de très hybride. C'était entre le carnet de route, le carnet de recherche, quelque chose d'autobiographique, quelque chose qui est euh, un petit peu, enfin pas fictionné au sens inventé, mais avec un côté romanesque, j'ai envie de dire plus. C'est facile de faire une comparaison avec quelque chose comme enfin, les écritures de Carlos Castaneda, mais il y avait ce côté très ouais, hybride que j'ai vraiment adoré. Et sur ce que tu proposes sur le 5, tu pars sur quelque chose aussi d'un petit peu hybride, c'est Oui, ça? oui, je pense que ça va suivre un peu le même. En fait, le format que j'avais choisi sur le numéro un, qui d'ailleurs parlait de chamanisme, donc j'étais entre guillemets beaucoup plus spécialiste, mais en réalité, je me rends compte, là, en lisant pas mal de choses, je me suis rendu compte que, en fait, j'avais des connaissances sur, par exemple, j'ai toute une réflexion sur la collapsologie, et en fait, je suis Ouais. vraiment anti-collapsologie dans ma démarche politique en disant, en fait, ça sert à rien d'être fataliste. Et en fait, voilà, en fait, ça sera hybride dans le sens où il y aura des extraits d'entretien, des extraits de notes de terrain, et en même temps une réflexion au fil de la plume plus poétique ou drôle. D'accord. Ok. Merci. Rafik, toi, quand on a parlé la première fois, tu es parti sur la notion de méta. Oui, pas tout de suite. Pour révéler les coulisses de l'entreprise, tu nous appelles, tu nous poses des questions sur un thème donné, et puis tu observes quelles sont nos premières réactions. Et au Ouais. début, on commence d'abord à te donner des concepts qu'on maîtrise bien, et on sent que tu nous écoutes attentivement, mais pas plus. Et dès l'instant où on ose aborder un thème qu'on maîtrise pas du tout, là, on sent que il y a une petite lumière qui s'est allumée. Donc effectivement, dès l'instant où
j'ai évoqué le métamodernisme, qui est quelque chose que je ne maîtrise pas vraiment, j'ai senti que ça t'avait interpellé. Je me suis dit, ah c'est peut-être la piste à creuser, du coup, il va falloir bosser. Oui, en fait, moi, quand tu m'as parlé d'Apocalypse, plutôt que de rentrer dans les peurs partagées, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'était effectivement la difficulté à se projeter dans un avenir, quel qu'il soit. Moi, mon centre d'intérêt, c'est la fiction, et je vois bien qu'effectivement, depuis le début du XXIe siècle, il y a un horizon qui s'est bouché, quoi. Ouais. On a de plus en plus de mal à imaginer notre futur, ou même à le désirer. Et donc, qu'est-ce que ça révèle? Un état d'esprit, comme si on était en attente d'un sursaut presque miraculeux, une sorte de singularité spirituelle, quoi. Une remise des compteurs à zéro qui nous permettent de revoir le monde avec des yeux nouveaux. Et ça, c'est un phénomène que j'ai vu toute ma vie prendre forme. En fait, moi, je suis un enfant des années 70, hein, donc vraiment l'époque post-structuraliste où il fallait déconstruire. Ouais. Et donc j'ai vu pendant des années, on invitait les gens à taper sur les statues, sur les idoles, pour vérifier que le son était bien creux, et qu'en fait il fallait se débarrasser de tous ces dogmes, de toutes ces croyances, etc. Et au bout d'un moment, à force de déconstruire, il n'y a plus rien, il n'y a plus que du vent. Et c'est là où Ouais. on se dit, ah, d'accord, on fait quoi maintenant? Et je pense que l'arrivée d'Internet a été un accélérateur de particules, parce que même si les nerds de l'époque ont été ravis de pouvoir baigner dans un océan de données, lorsque l'Internet s'est ouvert au grand public, on ne s'est pas rendu compte du traumatisme que ça a créé, parce que jusque-là, les gens avaient une représentation de leur monde qui était quand même essentiellement construite sur un physique, un univers physique proche, avec quelques notions de l'ailleurs. Ouais. Et cette idée que un jour, ils pouvaient s'intéresser à un sujet, aller l'explorer, mais ça restait un petit chemin tranquille. Et puis tout d'un coup, avec cet océan d'informations, ils se sont noyés, en fait, tout d'un coup. Voilà, ça peut être terrifiant. C'est Alan Moore qui, dans une interview assez fameuse, voilà, avait parlé de ce sentiment de noyade dans lequel l'humanité s'est sentie lorsqu'Internet a révélé l'ampleur de tout ce que vous ne serez jamais. Ouais. Voilà. Euh, et donc, oui, il y a eu une tentative de repli à ce moment-là. Et je pense que de l'Internet 2.0, c'est-à-dire vraiment la création des réseaux sociaux, ça a été presque un réflexe de tout ça est trop grand, il y a trop de choses, c'est trop fouillis, c'est trop le chaos. Il faut se resserrer autour de sa communauté, tu vois, se refermer dans sa bulle informationnelle. Et la fiction a suivi ce mouvement, quoi. À la fin des années 90, il y avait encore des lendemains qui chantent, sociologiquement et politiquement parlant. C'était l'époque des grands rassemblements altermondialistes, où on allait faire chier les plus riches de la planète pour leur rappeler qu'on était 99% à réclamer des droits. Et même ça s'est envolé. Ça a été la dernière fois que j'ai senti des gens qui croyaient en un avenir quelconque, en fait. Ouais. Donc voilà, donc la fiction, elle a suivi ce mouvement, et en plus, avec toute cette déconstruction, tu te retrouves aujourd'hui dans un monde où la structure des récits est connue de n'importe quel spectateur. On sait ce qu'on va regarder avant même que le film ait commencé. On attend le twist qui en fait n'en est plus un, etc. Enfin, voilà, bon bref. Ouais. Et une fois qu'on a tout cassé, comment on reconstruit? Et c'est ça le concept du métamodernisme. C'est vraiment ce qui suit le postmodernisme. C'est une fois qu'on a brisé toutes les statues, qu'est-ce qu'on fait avec tous les morceaux Ouais. qui sont au sol? Voilà. Donc je vais m'aventurer dans ce concept que je ne maîtrise pas. Mais
La maîtrise est une illusion. La maîtrise, elle se construit et elle sera construite avec cet article. Mais je suis fasciné par ton sujet. Et quand tu parles aussi tu fais référence à l'interview de Alan Moore. Je pense qu'on Mm. parle de la même, mais chaque fois que j'ai un moment de vide et que j'ai besoin d'écouter quelque chose qui m'inspire, je retourne à cette interview, quoi. Je suis attiré magnétiquement par cette interview, notamment de son rôle de magicien, Oui. où Alan Moore, il a dit, il y a certains qui font une crise de la quarantaine en achetant une bagnole, machin. Moi, je me suis dit, j'allais coller les chocottes à mon entourage en disant, je deviens magicien. Mm. Et du jour au lendemain, je vais me mettre à adorer une divinité romaine qui s'appelle Glycon. Oui. Bah, pire que ça, cette semaine, Cette j'adore une divinité semaine. romaine qui s'appelle. Ouais. Ouais. Mais ouais, mais en même temps, il est extrêmement érudit et il revient même. Enfin bref, j'allais partir sur une tangente sur faire un hors-sujet sur ce documentaire. Mais ce dont il parle, effectivement, il a une formule très très juste quand il dit que on est arrivé au point ultime dans notre société d'ébullition par rapport à ce que tu disais, par rapport au Mm. trop-plein, par rapport à. Et en fait, la culture se transforme en vapeur. Mm. Et quand il C'est ça. dit, il y a une sorte d'évidence dans cette formulation qui est assez folle. Et quand il parle de la nécessité de reconstruire, lui, il prend des terminologies qui sont héritées de l'alchimie. Et il Oui. reprend notamment les termes latins solve coagula, où une fois solvé qu'on a défait, coagula, ben, on coagule, quoi, on refait tenir ensemble. Et ouais, il y a des parallèles assez forts entre vos deux démarches. Est-ce qu'on peut dire que tu es le Alan Moore français? Ou Non. plutôt, est-ce que Alan Moore est le Rafik Joly anglais? Jamais, jamais. Je suis très bien dans ma position de petit ver de terre qui regarde des grands de ce monde. Non, non, mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment la fiction a spontanément suivi ce mouvement. Quoi. Quand on a commencé à découvrir une série comme Rick and Morty et qu'on s'est mis à délirer dessus, on n'a pas forcément compris tout de suite. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas compris tout de suite pourquoi ça me faisait délirer. Une série Ouais, qui en fait, ne fait que raconter l'idée que on on n'arrive plus à raconter. ouais, On ne se fait plus berner par les récits, on les connaît trop, on est au courant de tous les mécanismes, de toutes les manipulations, et on a tout testé, tout fait, et donc le cas de ces personnages qui sont passés par tous les univers alternatifs, qui ont visité toutes les galaxies existantes, quoi, et qui se retrouvent en fait à contempler leur mélancolie de façon dépressive, et en ce faisant, miraculeusement, la série arrive à recréer du sens à partir de tous ces morceaux qui ont été cassés. ouais, Et c'est quelque chose qu'on a revu récemment avec ce film Everything Everywhere All at Once. ouais. Voilà, avec pareil des personnages qui traversent tous les univers possibles et imaginables, toutes les fictions et toutes les itérations, et qui sont absorbés par ce donut géant là qui est un grand gouffre noir. Le film a marché, a été un succès surprise, je pense, parce qu'il a mis le doigt sur un sentiment très fort qu'on a tous, quoi, qui est que ben, on ne sait pas de quoi demain. Raconter une histoire, c'est promettre un avenir à celui qui l'écoute et qui se laisse porter par le récit. Quand tu Ouais. t'installes dans un récit, tu dis emmène-moi quelque part. Quoi. Et on est à un point où on n'arrive plus à se projeter, donc on n'arrive plus à accepter l'idée que ça va nous mener quelque part. Et ça, Hmm. je pense que c'est un sentiment plus partagé qu'on imagine. Quoi. Ouais. Et quand tu disais effectivement qu'on a une connaissance maintenant moyenne, on va dire, ultra forte des mécanismes de narration, on sait tout, Mm. on sait ce qu'on va nous proposer, on anticipe absolument tout. C'est exponentielle, où en fait on est dans une logique du plus, Mm. comment brouiller les pistes, comment avoir son spectateur, comment, en fait c'est une logique d'expansion, alors que finalement la clé c'est peut-être de revenir justement à l'épure du début et à l'innocence du début, ça vraiment peut-être l'espèce de Mm. passage dans le cycle à nouveau au départ. Peut-être que la reconstruction, ça construit l'innocence. Je sais pas Les- pourquoi je les- parle en exergue de titres de journaux là. Il faut que j'arrête de faire ça, hein. tu es un showman. Ah, mais Antoine, du coup, showman qui n'a pas de transition, mais Antoine, du coup, toi, ton article s'intitule Tous les jours l'Apocalypse. Tous les jours l'apocalypse, tous les jours la fin du monde, ouais. Ouais. Euh, Quelle est ta démarche par rapport à ça? En fait, moi, je réfléchissais à ta question sur la première réaction, tu vois, au moment où tu as annoncé le thème. Ouais. Euh,
Je reconnecte ça aussi avec ce que disait Rafik, et qui n'était pas ce que j'avais au début prévu de dire, mais du coup je rebondis, qui était sur le fait que les choses deviennent insaisissables et que la culture semble insaisissable et semble incapable aussi Enfin, elle est insaisissable pour nous, mais elle est aussi impossible elle-même de saisir l'époque et de dire quelque chose d'intéressant sur l'époque, etc. Tout est creux, tout est vide, etc. Moi, ça me fait penser aux travaux d'un philosophe qui s'appelle Mark Fisher, qui est un philosophe britannique sur la pop culture et qui a travaillé justement spécifiquement sur ces sujets-là et donc, je vais répondre à ta question maintenant, mais enfin, Ouais, ça connecte aussi avec ces sujets-là, quoi, sur le côté culture liquide, culture essoufflée à bout de nerfs, quoi. ouais. Il n'y a pas que la culture, mais disons que la culture étant le reflet du monde dans lequel elle est, voilà, quoi. Le monde étant un peu fatigué à pas mal d'égards, tout ça est assez connecté et assez logique. Donc moi, par rapport à ce que tu disais sur l'annonce du thème, en fait, euh, quand tu as annoncé le thème Apocalypse, moi, j'ai instinctivement été très content. Et j'avais anticipé Apocalypse, point d'exclamation. Et Oui, ensuite, j'ai découvert que c'était Apocalypse, point d'interrogation. Alors, ça a l'air de rien dit comme ça, mais quand même, il y a ce truc qui est de se poser la question, finalement, de notre devenir commun. Alors ça, c'est un peu le rôle de la science spécialisée dans l'analyse de la science-fiction, enfin de certaines science-fiction en tout cas. Et donc, à ce titre-là, interroger le futur, ça fait partie un peu du truc. Enfin, c'est le concept de ce type de culture, de ce type de littérature. Je dis littérature en englobant tout, hein, jeux vidéo, ciné, manga, BD, roman, mais pas que roman, quoi. Et en fait, en l'interrogeant, moi, ce que je trouve intéressant, c'est se poser la question du rapport qu'on a aux œuvres dans un contexte troublé, en fait, pour le dire plus largement, pour élargir le sujet uniquement par rapport à cette histoire de fin du monde, de fin d'apocalypse. Ce qui ne veut pas vraiment dire fin du monde, d'apocalypse, c'est la révélation, mais bon, c'est connecté quand même dans l'imaginaire commun, quoi. Moi, j'ai participé un petit peu, j'ai travaillé sur des thèmes sur le post-apocalyptique. J'ai travaillé à différentes fictions post-apo, etc. C'est un genre que j'aime beaucoup. Et en même temps, il y a cette tension très souvent qui revient entre l'idée que il faudrait pas être trop négatif ouais. il faudrait utiliser la fiction, et c'est comme ça que je comprends le point d'interrogation du Estrange numéro 5. Il faudrait utiliser la fiction pour interroger notre devenir commun, etc. Et peut-être pour imaginer des futurs qui soient moins sombres, plus souhaitables, etc. que d'autres. Alors que, et c'est là que je vois une tension entre les deux, alors que dans l'imaginaire populaire, on va dire, la culture pop, la culture de masse également, on a un goût qui n'a pas l'air de se démentir pour les choses qui sont très sombres. Et donc l'apocalypse, en fait, est-il question de lever le voile pour finalement se rendre compte que après l'effondrement vient un nouveau départ et qu'on peut s'enthousiasmer et qu'on peut penser différemment le monde qui vient, fût-il sombre, ou est-ce que l'apocalypse, c'est une manière de faire catharsis collective tous ensemble en imaginant des fictions les plus sombres possibles, les plus glauques, terribles, violentes possibles, pour ne serait-ce que se rassurer, de se dire au moins aujourd'hui, au moins on n'est pas dans une situation si terrible, etc. Donc, ce qui peut être vu aussi comme une manière un petit peu de faire par avant par rapport au réel qui a son lot de difficultés, etc. Et puis de sujets qui, même politiquement, peuvent nous engager, peuvent nous révolter, nous inciter à l'action, etc., quoi. Donc, enfin, bref, tout ça pour moi, le thème de l'apocalypse, en fait, juste dans ce mot et puis la ponctuation qui va avec, me paraît être un bon moyen d'interroger le rôle et ce qu'on attend des œuvres de fiction et de l'imaginaire en général. Dans mes précédents articles pour Estrange, j'avais été plutôt sur des questions un peu méta, sur la technologie, etc., même si je le connecte toujours à la science-fiction. Mais là, du coup, j'aurais envie de vraiment, je suis en train de faire l'article, il n'est pas du tout finalisé, de plonger plus en profondeur sur la fiction elle-même et cette question, est-ce que l'imaginaire change le monde ou est-ce que l'imaginaire décrit le monde tel qu'il est? Est-ce que la science-fiction, fut-elle apocalyptique, a un rôle dans le futur et peut-être fait advenir ce futur? C'est ce qu'on lui reproche parfois en disant c'est visionnaire mais pas dans le bon sens, il aurait fallu prévoir des choses plus positives, etc. Ou est-ce que au contraire, la science-fiction ou l'imaginaire décrit ce qui est déjà là et on lui en demande trop en lui demandant de changer le monde à elle toute seule avec ses petits bras de romans, de films, de mangas et de finalement euh, une nébuleuse comme ça culturelle qui évidemment a son importance, hein, je suis pas en train de dire le contraire, mais qui est peut-être pas à elle seule capable
changer le monde complètement. Et en même temps, si. Donc, tout ça est finalement une nébuleuse un peu difficile à Ouais. démêler. Est-ce qu'on en attend trop de la SF? Je sais pas, moi je suis dans le milieu SF depuis plus de 10 ans, même presque 15 ans. Je sais que dans les événements sur la science-fiction, etc., on la part de toutes les vertus en expliquant à quel point c'est absolument indispensable, absolument nécessaire, à quel point le, à quel point la science-fiction finalement est à la base de tout, etc., quasiment. Bon, bah dans ce cas-là, peut-être qu'on en demande trop. En même temps, n'est-ce pas le principe de tout fandom ou de tout ensemble de justifier sa propre existence et sa propre importance? Je pense en partie oui. Après, est-ce qu'on en demande trop collectivement? Non, parce que la SF reste ce sous-genre un peu mal aimé qui, pour la grosse majorité des gens, est une Hmm. non-question et un non-sujet et un truc qui existe vaguement, qu'on aperçoit dans un film une fois de temps en temps, mais qui n'est pas sur lequel il n'y a pas d'attente qui repose plus que ça, quoi. Ouais, Après, d'accord. pour nous qui prenons beaucoup d'importance à l'imaginaire, parce qu'on y dédie nos métiers, nos vies, notre temps, notre santé mentale, et on en attend peut-être beaucoup, oui. Et ça, c'est plus personnel, quoi. Mais en parlant d'en attendre beaucoup de certaines œuvres, puisque c'est un numéro qui est censé donner la niaque, qui donne envie, et parle de notamment faire aussi, à travers les portfolios, comme à chaque numéro d'Estrange, faire aussi découvrir des artistes, et à travers vos articles, à travers des entretiens, faire découvrir des œuvres. Est-ce que vous avez une œuvre à recommander ou autre chose? Ça peut être une œuvre, ça peut être une couleur de papier peint, ça peut être un souvenir, ça peut être n'importe quoi. Une œuvre qui vous inspire, qui donne envie d'avancer. Un truc qui donne envie de se retrousser les manches, de dire, ok, on est dans la merde? Eh bien, peut-être pas. Allez, avançons. Est-ce que vous avez ce truc-là par rapport à une œuvre ou autre? Parce que Fanny, on commence par toi. Oui, oui, bien sûr. Alors instinctivement, ça peut paraître un peu étrange pour ceux qui ont lu le livre, mais je vais expliquer pourquoi c'est ce livre-là qui me vient instinctivement à l'esprit. C'est L'homme qui savait la langue des serpents. C'est un livre estonien qui a été publié par quelqu'un qui s'appelle Kivirak dans les années 2010 et traduit et publié en France aux éditions du Tripode, je crois en 2014, quelque chose comme ça. Et en fait, ça parle de... Donc on se retrouve dans le Moyen-Âge en Estonie, dans un univers magique dans lequel, dans la forêt, les êtres humains parlent la langue des serpents. Et cette langue, en fait, donne accès presque au paradis, parce qu'en fait, grâce à la langue des serpents, on peut parler avec tous les animaux et leur faire ce qu'on veut. Donc, en fait, il n'y a pas besoin de chasser, parce que les animaux se donnent aux êtres humains pour être mangés. Donc, c'est la langue qui donne accès à tout et à toutes les ressources possibles. Et les animaux et les êtres humains vivent en harmonie dans cette forêt magnifique, majestueuse, etc. Et progressivement, en fait, on sent l'apocalypse venir parce que progressivement, et tout à l'heure, Rafik parlait de modernité, et la modernité, la question de la modernité, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée. C'est à cette question-là que j'ai dédié ma thèse de doctorat en sociologie. Qu'est-ce qu'on appelle modernité? Est-ce que le remplacement de quelque chose qui semble être une régression est modernité ou pas? Et en fait, cette question est posée dans le livre progressivement parce que le christianisme, en fait, arrive sur cet endroit en Estonie. Et les hommes, enfin les êtres humains, femmes et hommes, qui parlent la langue des serpents, certains d'entre eux quittent la forêt pour aller s'installer dans le village voisin, pour se mettre à cultiver, à élever des animaux. Et ils perdent la langue du serpent parce que leur langue devient pâteuse, parce qu'ils mangent du pain, ce qu'ils n'ont pas l'habitude de manger habituellement. Donc ils perdent des compétences et en fait ils sont astreints à vivre, à chasser, à vivre de leur récolte, etc. Donc on sent une part de liberté, etc. On sent la forêt qui est désertée, la disparition d'un mode de vie paradisiaque et progressivement la guerre qui arrive en fait entre les derniers êtres humains qui parlent la langue des serpents et les Hmm. hommes de fer qui sont ces chevaliers chrétiens. Alors pourquoi est-ce que ce livre, pour moi, est très positif? C'est qu'en fait on pourrait s'attendre à un livre fataliste dans lequel c'est terrible, c'est la fin du monde, euh, en fait ce paradis est en train de disparaître. C'est l'inverse, en fait. C'est extrêmement ironique, sarcastique. On est mort de rire jusqu'à la fin, même au moment de la bataille, de la disparition de ce monde magique, de ce monde génial. Et ben, en fait, on est encore
enfin, c'est raconté d'une façon totalement jouissive, dans laquelle en fait l'auteur ne succombe jamais au pessimisme. Et c'est ça en fait que ça m'inspire en fait ce numéro, c'est comment ne pas succomber au pessimisme. Et en fait succomber au pessimisme pour moi, enfin ne pas succomber au pessimisme, c'est quelque chose de politique. C'est-à-dire qu'en fait à partir du moment où on se dit c'est la fin du monde, elle arrive bientôt, comme le font donc les collapsologues par exemple, bah, en fait il n'y a plus rien à faire. Elle arrive, voilà. Euh, et donc là, bah, en fait, politiquement, c'est nul, en fait. Autant se dire, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, soyons dans une façon de voir les choses extrêmement joyeuse, décalée, trouvons dans la moindre des, même des choses sombres, en fait. C'est vraiment la beauté et dans ce qui est noir en même temps. Donc c'est ça qu'on voit dans ce livre. Il y a de l'ironie très très forte. Il y a des moments en fait où j'étais vraiment tordue de rire alors que c'était en même temps terrible ce qui se passait. Et je me dis c'est quand même dingue de pouvoir rire de l'apocalypse comme ça. Ouais. J'essaie d'imaginer, hein, pendant que tu en parlais, une sorte d'alternative et au pessimisme et à l'optimisme. J'imagine juste un samouraï qui attend la fin, la fin quelle qu'elle soit. Est-ce que l'art du Bushido, c'est entre les deux solutions? Je ne sais pas. C'est pas, c'est une bonne Je, question. je checkais en même temps le chat. Apparemment, on avait des petits problèmes de son, mais sachez que de toute façon, si le son pendant la diffusion en direct était un petit peu fluctuant à certains moments, pendant le replay, il sera top. Donc, vous pourrez dans tous les cas rattraper le replay. Et j'en profite pour dire aussi à tous les gens dans le chat, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Du coup, on prendra un petit temps dans pas longtemps pour répondre à vos éventuelles questions. Rafik, toi, est-ce que tu as une œuvre en particulier ou quelque chose à nous recommander aujourd'hui? Oui, oui, tout à fait, et qui m'a été inspiré par Fanny quand elle a parlé tout à l'heure de la collapsologie et qu'elle a dit qu'elle refusait d'y souscrire, en tout cas qu'elle choisissait de ne pas y souscrire. Ouais. Cette question du choix me parle évidemment énormément. Et ça m'a rappelé donc deux films, en l'occurrence, deux dessins animés que les gens n'ont pas assez vus, qui sont Happy Feet 1 et Happy Feet 2 de George Miller, Ouais. voilà, qui mettent en scène dans le premier donc un groupe de manchots empereurs qui sont vraiment une société extrêmement fermée sur ses valeurs de survie, qui ne voit pas 5 minutes plus loin, quoi, et où le seul, comment dire, la seule mystique est celle du chant, et qui voit la naissance d'un handicapé au départ, hein, qui ne sait pas chanter, et dont les pieds sont un peu fous, et qui va devoir, lui, vivre son aventure, ce qu'on appelle en mythologie la voie de gauche, quoi, partir en quête, euh, pour finalement revenir vers sa tribu, et lui faire découvrir les joies transcendantes de la danse. Dans le deuxième volet, en fait, un événement se produit sur la banquise qui va obliger non plus seulement l'espèce des manchots empereurs, mais toutes les espèces à trouver un moyen de fonctionner ensemble, dans une espèce de symbiose cosmique, quoi, qui va Ouais. de le krill, là, le petit plancton, voilà, jusqu'aux éléphants de mer. Et le final du 2 est totalement extatique, hein. Quand on se laisse porter par ce récit, on a envie, bah, de ça, de réapprendre à danser avec le cosmos. Et c'est effectivement des films, pour moi, qui nous rappellent à cette valeur essentielle du choix de danser, de, comment dire, de ne jamais succomber à ce mouvement vers le bas, qui est très lié à notre condition humaine, hein, à celle de la chute biblique, de ceux qui sont tombés du paradis et qui cherchent à y retourner. Et voilà. Bon, bref, je me mélange un peu dans mes propos, mais vous avez compris que ce sont des films qui m'ont beaucoup affecté, qui me Ouais. rendent joyeux et surtout plein d'énergie lorsque je les redécouvre. J'ai entendu parler de George Miller, c'est le réalisateur des Sorcières d'Eastwick, c'est ça? Exactement, et de D'accord. cauchemar à 20 000 pieds.
dans lequel il y a exactement le même plan sur les yeux du premier Mad Max, Oui, les yeux qui sortent de leurs orbites. il y a des plans subliminaux, effectivement, dans les films de George Miller. Oui. C'est En découvrant un. chaque fois un nouveau film de Miller, j'espérais quelque part en moi que chaque fois il ait mis ce plan sur les yeux quelque part. Que ce soit genre Hitchcock qui fait une apparition dans tous ses films, Miller fait des yeux exorbités. Est-ce qu'on peut au passage recommander le Miller que personne n'a vu récemment? La première fois qu'on avait parlé pour Estrange numéro 3, je l'avais toujours pas vu. 3000 ans à t'attendre. Oui, magnifique. Et c'est celui qu'il a fait avant Furiosa. Tout Et à qui fait, et est, puis qui est- qui est lié en partie au sujet dont on parlait tout à l'heure, hein, qui est cette mise en échec du récit, hein, puisque c'est un film qui parlait quand même d'une femme qui étudie les mythes et les légendes et les contes et qui les connaît tellement sur le bout des doigts qu'elle est totalement incapable de s'y abandonner. Et quand elle est face à ce génie qui sort de la bouteille, ben, en fait sa grande connaissance des structures de récit la rend totalement imperméable Mm. à la magie que ce génie apporte dans sa vie. Quoi. Ouais. C'est vrai que c'est un film à la fois tragique et très coloré, Mm. littéralement et allégoriquement. Mm. Il y a cette espèce d'envie derrière de Miner, tu sens qu'il se pose les bonnes questions sur le pouvoir des récits et Mm. qui, malgré son expérience, malgré son vague à l'âme, a envie d'y croire et envie de pousser le truc et envie de transmettre cette idée que de toute façon, ça continue et ça continue et ça C'est ça. continue. Mm. Du coup, ça rejoint le sujet aussi. C'est vraiment une question de choix. Ouais. Mm. Antoine, toi, qu'est-ce que tu vas nous recommander aujourd'hui? Alors moi, j'étais en train d'attraper derrière moi parce que je me suis souvenu qu'ils étaient juste derrière moi dans la bibliothèque. Euh, J'écoutais ce que vous disiez et notamment ce que tu disais, Fanny, sur le côté ni pessimiste ni optimiste, ce serait quoi? Et ça m'a non pas fait penser parce que je savais déjà de quoi je voulais parler, mais en tout cas, ça m'a conforté dans l'idée que c'était la bonne chose dont je pouvais parler. C'est un manga qui a un nom vraiment con. Alors Maxime, je t'ai envoyé des images, alors je sais pas si tu peux les diffuser ou pas. Mais en tout cas, sinon je vous le montre là. Ça, c'est le tome 1. Ça s'appelle Dead Dead Demons DDDD Destruction en anglais dans le texte, avec le DDDDD au milieu. Donc c'est vraiment très con. C'est un titre blague. Enfin bon, c'est de Inyo Asano. Il y en a comme ça, je crois, 7 ou 8. Non, il y en a 12. Il y en a 12 en tout, qui sont comme ça avec des couvertures assez pastel, assez colorées. Je vois que Maxime met les images de l'intérieur, donc c'est moins coloré à l'intérieur. Pour vous dire un peu de quoi ça parle rapidement, en fait, et par rapport à cette histoire d'apocalypse, bon, déjà, c'est un manga qui est somptueux, hein, qui est magnifiquement dessiné. Inyo Asano, c'est un des grands maîtres du réalisme en manga et de la tranche de vie. Et en gros, il nous raconte une histoire qui est la tranche de vie de deux lycéennes qui après deviennent étudiantes à Tokyo, plus ou moins de nos jours ou dans un futur très proche. C'est pas trop explicité dans mon souvenir, et qui cherchent à vivre leur vie, donc avec voilà tout ce qu'elle peut comporter d'enjeux un peu anodins du quotidien, toutes les petites choses, les relations, l'orientation professionnelle, enfin diverses choses comme ça. Et il se trouve que parallèlement à ça, il y a un vaisseau spatial géant, une espèce de truc énorme à la District 9, qui est stationné au-dessus de Tokyo depuis 3 ans, je crois, ou 3 ou 4 ans, et qui se déplace, fume et perd des bouts enfin, qui sont donc prévus par la météo tous les jours, qui dit attention, dans tel quartier, il va y avoir des chutes de vaisseau spatial. Donc il y a des morceaux du vaisseau qui tombent et qui écrasent des quartiers plus ou moins entiers qui ont été évacués. Il n'y a pas vraiment de mort parce que on est habitué, donc voilà, le vaisseau suit une sorte de boucle prévisible et donc du coup c'est évacué à temps. Enfin, il y a une espèce de truc comme ça, un peu une situation pseudo-apocalyptique, mais un peu nulle, enfin qui au premier abord semble un peu nulle. C'est-à-dire que c'est pas la guerre des mondes, c'est pas un truc fédérateur, Independence Day, etc. Fédérateur et avec une guerre géante entre les civilisations. C'est plutôt une sorte de vaisseau dont on ne sait pas grand-chose, qui stationne au-dessus de Tokyo, qui est une ville quand même densément peuplée, et puis voilà, qui provoque des problématiques là. Et donc qui rappelle fortement District 9, hein, le film de Neil Blomkamp, Mm. mais qui peut aussi être lu sous l'angle de Fukushima, puisque ça a été écrit juste dans les années d'après Fukushima au Japon, en tout cas les premiers tomes. Et en fait, moi, ce que je trouve absolument incroyable, c'est que c'est vraiment
le style tranche de vie mélangé avec le style science-fiction, moins anticipation que, enfin, rencontre du troisième type pour le coup. Pas le film, mais le style, quoi, rencontre extraterrestre. Et donc, à partir de là, nos personnages, qui sont vraiment des personnes normales, quoi, qui n'ont vraiment pas de pouvoir ou qui n'ont aucune attente particulière qui pèse sur elles, qui n'ont pas à régler cette situation ni rien, bah, elles composent leur vie malgré cette espèce d'apocalypse lente. Et elles composent comme ça une existence faite de petits riens, de choses du quotidien, et aussi donc de bonheur et aussi de malheur, etc. Sans vous dévoiler l'intrigue, mais qui est à la fois très très belle et qui répond un peu à ce que tu disais, Fanny, c'est comment être ni pessimiste ni optimiste. Bah, c'est un peu ça, c'est en fait la vie continue malgré tout, même si les situations sont euh, complètement hors normes, enfin complètement hors du commun. Dans cet univers-là, tous les pays du monde pointent leurs missiles nucléaires vers le Japon en disant s'il y a quoi que ce soit qui bouge, qui sort du vaisseau ou on ne sait pas, on détruit tout. De toute façon, faut pas réfléchir, etc. Mais alors les Japonais tempèrent en disant oui, mais non, mais la situation est sous contrôle, alors qu'à l'évidence, elle l'est pas tant que ça, mais quand même un peu. Et donc, bon, donc du coup, voilà. Et donc, on voit ça à la télé, aux infos, etc. Et donc, pour finir ce monologue, en fait, en gros, de quoi ça parle? Bah, ça parle de comment composer son existence, comment être jeune et vivre sa vie dans un monde qui menace peut-être à chaque instant d'être complètement oblitéré ou qui menace de, en tout cas, changer radicalement parce que les extraterrestres n'ont pas forcément d'envie de détruire quoi que ce soit. Mais bon, il y a tous les pays du monde qui braquent leurs missiles nucléaires. Et puis, il y a cette incertitude, quoi. Que va-t-il se passer? On ne sait pas. Et pourquoi sont-ils là? On ne sait pas non plus. Et donc, on voit la société qui tout entière se retrouve complètement changée par cette nouvelle situation, avec évidemment des associations d'aide aux réfugiés extraterrestres qui veulent leur venir en aide, etc. Des replis identitaires pro-humains et anti-extraterrestres qui veulent au contraire les dégommer, etc. Et donc ça parle de tout ça, ça parle du complotisme, enfin de tout ce qu'on a pu observer dans j'allais dire dans le Covid, mais en fait dans toutes les crises qu'on a pu vivre ces dernières années et dans toutes les crises qui peut-être nous attendent là dans les années qui viennent. Je trouve que c'est un manga qui est très finalement peu connu, quoi. Bizarrement, Ouais, parce que pour moi, effectivement. c'est le chef-d'œuvre de ces dernières années, c'est vraiment celui-là, quoi. Ouais. D'accord. Il y a quelqu'un dans le chat qui a repéré Gunnam dans ta bibliothèque qui dit que c'était un très bon choix. Ah ouais, ouais, j'en ai quelques-uns. Ouais. C'est les Gundam d'origine ou je suis perdu dans tous les Gundam ensuite. Non, c'est Ouais. Evangelion, là. Là, c'est Evangelion. Ah, c'est Evangelion, c'est Là, c'est ça? Evangelion. Ouais. La Hmm. version perfecte qui est Bah, sortie il y a pas longtemps. d'accord. Bah putain. En parlant de fin du monde, Evangelion, ça se pose là, hein. Je Ouais, pense mais pas tu m'as demandé du que. positif. Tu m'as demandé du positif. Donc, moi, j'ai C'est essayé vrai. de remplir la consigne Mais tu et as de, entièrement voilà, raison. en Tu as bon entièrement élève que je raison. suis, voilà. Mais ouais, je sais pas si on va pouvoir faire un numéro 5 entier sans mentionner Evangelion tôt ou tard. Mais c'est parce que ça fait un bon moment aussi que je me tâte à faire une vidéo sur les. Merde, qu'on appelle les nouveaux Evangelion, les Reborn, Reconstruct, Rebuild, Oui, les Rebuild Evangelion, qui sont étalés sur genre 20 ans. Enfin bref, il y a un truc entre. Là, je fais encore une sorte de tunnel ailleurs, mais ça va être très court. Entre la série d'origine, le film qui est censé avoir conclu la série d'origine qui arrivait bien après, et les Rebuild, enfin, il y a une oui. sorte de questionnement de la notion de fin. Oula, il y a quelqu'un qui a chuté quelque part. C'est mes deux chats qui viennent de faire une On est course-poursuite dans le claquettes. salon. Est-ce qu'ils portent des chaussures de claquettistes? C'est ça. Mais ouais, ouais, la notion de traiter l'idée de fin de la série au film jusqu'au rebuild, c'est chaque fois, c'est tout l'arc d'évolution d'un dépressif. Et c'est passionnant à voir parce que Oui. c'est d'une densité. Enfin bref. Et en plus, Evangelion, c'est aussi d'un point de vue méta et graphique, je pense que ça va te parler aussi. C'est une. Je sais pas si c'est peut-être pas la première, mais en tout cas, c'est l'une des œuvres qui s'est fait le plus percuter par les opinions des fans à son propos répandues sur Internet à l'époque, qui ont amené les créateurs à faire les films parce que la fin de la série avait été très très mal reçue. Et ce Ouais. qui est marrant avec le manga là, c'est que c'est encore une troisième version parce que c'est une version qui combine la fin du manga et le film The End of Evangelion qui se retrouve plus ou moins réécrit pour faire rendre le truc un petit peu plus, enfin un peu plus sans couture quoi. Et enfin du coup c'est assez passionnant parce que c'est vraiment
une des œuvres qui a été coécrite avec la communauté aussi, pour le meilleur et pour le pire, parce que tout en réécrivant des fins qui étaient censées être un petit peu plus dans ce que les fans voulaient et sur lesquels ils avaient insulté les créateurs, etc., les créateurs se sont mis à insulter les fans à travers la suite. Et donc il y a tout un dialogue comme Carrément. ça entre les deux, donc il y a une espèce de truc d'amour-haine avec la communauté. Et là, je disais, Rafik, que ça allait sans doute te parler, c'est que moi, je vois dans Matrix 4 aussi une émanation de ça, puisque Matrix 4, c'est aussi l'une des Mm. autrices de Matrix qui fait un commentaire sur le fait de faire le 4 et qui, en même temps, fait ce que les gens supposément attendent, tout en leur disant que c'est de la merde et qu'il faut pas attendre ça et que c'est de leur faute, etc. Donc, enfin, bon, je m'égare un peu, mais Hmm. ça fait partie de ces œuvres qui s'auto-commentent en fonction de l'attente, de ce qu'elles perçoivent être de l'attente qui pèse sur elles, etc., répandue sur Internet à l'heure des communautés de fans et compagnie, quoi. Bah, Un acte de sabotage c'est glorieux. ça. Mais sinon, pour te reprendre, c'est pas la première œuvre à avoir été réécrite en réponse aux fans. C'est une œuvre qui s'appelle Sherlock Holmes de Conan Doyle, qui date Ah du oui, 19e siècle oui, oui, et qui oui. déjà répondait à la fureur des fans lorsque Doyle avait décidé de se débarrasser du personnage et qui il s'est résolu à le faire revenir d'entre les morts pour finalement n'en faire plus que l'ombre de lui-même dans les dernières nouvelles. Donc c'était déjà voilà, un react aux haters de ce qui n'était pas encore Internet. Quoi. Bah, je Il n'y avait focalisais pas sur l'aspect des, Internet, mais t'as raison, oui, effectivement. il y avait pas déjà des formes de fanfiction à l'époque qui étaient écrites? Il doit y avoir ça quelque part. Très certainement, tout a déjà été fait, messieurs. Hein. Le premier cosplayer date des années 20. Ah, c'est vrai. Euh, C'est marrant parce que est-ce que vous avez une œuvre inspirante à recommander? C'est une question que je pose depuis quelques semaines à pas mal de gens. Et en fait, aujourd'hui, en préparant un petit peu le live, en vous posant la question, je me suis dit, ah merde, mais et moi, qu'est-ce que... et toi, Est-ce que j'en ai une? Et j'avais pas réfléchi, mais ça m'a fait me souvenir en fait d'un truc que j'avais vu passer sur les réseaux sociaux où quelqu'un parlait du film Seul sur Mars de Ridley Scott. Et il disait, on a besoin de plus de films de ce genre, particulièrement aujourd'hui, de voir un film où quelqu'un résout des problèmes un à un. Et j'étais en mode, mais absolument, ouais. Parce que Seul sur Mars de Ridley Scott n'est pas un grand film, mais c'est un bon drame matinée de comédie qui est pas arrogant du tout dans sa démarche, ce qui est étrange puisque Ridley Scott nous a proposé depuis 15 ans, mais qui, justement, c'est pas à propos on résout pas des choses pour sauver le monde, pour faire quoi que ce soit. Le personnage principal est laissé seul sur Mars et il résout des trucs pour sauver son cul. Et il y a une ivresse de la résolution, une ivresse de faire des trucs dans ce film. Mais vraiment, la mise en scène qui est axée sur les gestes, c'est presque de la l'ASMR pour moi, ce film. Juste, tout est focalisé sur cette ivresse qu'on peut avoir des gens, avoir un mec qui cultive des patates dans son caca. Et c'est très très bizarre comme phrase, mais ça fonctionne dans ce film, au point que à titre personnel, je me serais bien fait 4 heures de ça sans narration particulière. Parce que bien sûr, quand aux 2 tiers du film arrive l'événement qui va être un peu tragique et lui faire complètement réviser ce qu'il estimait fonctionner ou pas, et finalement il va croire que finalement il va y rester, il va devoir se transcender. Bref, j'aurais bien évité tout ça, et j'aurais bien regardé Matt Damon qui cultive des patates et qui fait des choses pendant 4 heures, vraiment. Il y a une sorte d'ivresse à résoudre des trucs. La situation de base est bien entendu trop énorme pour penser survivre une seule seconde. Et il prend les choses une à une. Un peu comme Peter Jackson quand il disait, mais comment vous avez fait le Seigneur des Anneaux? J'ai pris les choses au jour le jour. J'ai j'ai pris un problème à la fois, je me suis bien entouré, mais surtout j'ai pris un problème à la fois. Je pense qu'aujourd'hui, avec cette espèce de sensation que le monde nous dépasse, que la quantité d'informations nous dépasse, que quand, Rafik, tu parlais de cette espèce de prise à la gorge dont parlait Alan Moore notamment, il y a cette notion de la Bushido à nouveau. Juste on prend les choses une à une, on se met en tailleur, on prend un petit thé et on résout les choses qui sont dans notre domaine de compétences, en tout cas, avec le fameux pensée globale, agissez local. Mais Mais ouais, du coup, je pense que Seul sur Mars, c'est le truc qui me vient parce qu'en plus, là, comme on parle de partager quelque chose qui inspire,
et qui a cette dimension vraiment grand public, avoir un langage qui plaît vraiment ou qui parle à un maximum de gens. Ce genre de film a une portée très grande, tout en portant, je pense, un message et même pas un message en fait. Il le porte pas explicitement, mais juste il a cette vibe avec lui qui donne envie de faire des trucs et de résoudre des trucs. Je pense que c'est vraiment ce dont on a besoin aujourd'hui. Je vais spoiler un film qui est sorti il y a 2 ans, qui n'a pas vraiment fait parler de lui, qui s'appelle Inside, avec Willem Dafoe, qui raconte, j'y pense parce que c'est un seul sur Mars dans un appartement, Pareil, ouais. l'histoire, l'histoire d'un cambrioleur qui décide de voler des toiles de très très haute valeur, donc dans un appartement high-tech à New York et qui se retrouve enfermé par le système de sécurité et qui ne peut plus sortir de cet appart dans lequel il n'y a rien à bouffer et rien à boire. Il y a juste des objets qui coûtent extrêmement cher et il doit simplement survivre en fait dans cet environnement aussi magnifique que stérile. Et tout l'astuce du film, c'est qu'il va utiliser tous ces objets pour tenter de se créer un système pour s'échapper, et ce faisant, recréer une œuvre d'art en fait en plein milieu de l'appartement, qui Ouais. sera le témoignage de son désir de vivre, quoi. Le film est pas terrible, mais ça rejoint cette idée que je disais tout à l'heure de un peu iconoclaste en fait. Une fois qu'on a tout cassé, comment on reconstruit en fait. Une fois que le gars a brisé toutes les œuvres d'art qui l'entouraient pour sa fuite, bah, il recrée quelque chose qui a un sens, qui a de la valeur en fait, qui va lui permettre de revivre. Ça va, voilà, je vous en fais part parce que ça me traverse l'esprit à l'instant et voilà. Donc j'y pense aussi parce qu'il y a du caca dedans et donc tu y trouveras ton compte. Il y a un caca hypertexte. Quelqu'un dans le chat te demande, Rafik, qui était le premier cosplayer dans les années 20? J'espère que c'est les années 20 et pas les années 30, je me suis pas trompé. C'est Forrest J. Ackerman, Ah, ben le fameux dont on parlait pour le le code. fameux, oui, le fameux geek numéro 0000001, qui en fait s'était pointé à une convention de science-fiction déguisé comme son personnage favori. Et il y a des photos de lui dans son super costume, et il est considéré du coup comme le tout premier cosplayer de l'histoire. Voilà, le premier gars se pointait à une convention dans un costume que les gens reconnaissent, quoi, comme magnifique. Et Forrest J. Ackerman, à cette époque-là, a commencé à collectionner tous les objets qui n'intéressaient pas l'académie, on va dire, et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé à la tête de la plus belle collection de SF et de fantastique que le monde ait jamais porté. Avec, je sais pas, il avait la figurine originelle de King Kong ou des petits trucs comme ça, quoi. Ouais. Des choses qui finissaient à la poubelle en fait et que lui a passé sa vie à ramasser, quoi. Ce monsieur Et il a, aigle et d'épreuve. voilà. Et il a créé une revue qui s'appelait Famous Monsters of Filmland, qui a été la revue qui a été très largement reprise. En France, hein, une revue comme Mad Movies, par exemple, c'était une déclinaison française de Famous Monsters of Filmland. Donc une revue entièrement consacrée aux monstres et aux créatures merveilleuses, quoi, On voit dans dans les beaucoup années 60. de films, notamment parce Ah, qu'il y a beaucoup de cinéastes de la génération de Joe Dante qui ont bah, grandi aussi avec voilà. ça. Les invités de Forrest J. Ackerman à la fin de ses jours, c'était le who's who, enfin, je veux dire, Hmm. des mecs, des Spielberg ou autres, pleuraient de joie quand il rentrait dans son appartement et qu'il voyait tous ces objets magnifiques, quoi. Les amis, je vous propose qu'on se dirige vers la fin de ce live. Je profite de rappeler à tous les gens qui nous écoutent que la campagne de précommande pour Estrange numéro 5 et numéro 6 a commencé aujourd'hui. Elle va durer un mois. Mais si vous en avez l'occasion, bien entendu, si vous en avez l'occasion et la possibilité et le choix, n'hésitez pas à précommander le plus rapidement possible parce que les premiers jours sont décisifs. Du coup, s'il y a une grosse concentration, on va dire, de précommande dans les premiers jours, il y aura un effet boule de neige pour toute la campagne qui va être plus important et qui va vraiment, vraiment beaucoup aider le projet. Donc, si vous avez le choix, n'hésitez surtout pas à faire ça. Au niveau des paliers, il y a des super trucs au-delà du palier des 1500 qui fait qu'on pourra imprimer la revue. Il y a le palier des 2000 où vous pourrez choisir votre couverture pour Estrange numéro 5.
Et sur la page de précommande que je vous mets dans le lien de cette vidéo, enfin, dans la description de cette vidéo, vous pourrez voir les différentes propositions et c'est des choses, bien entendu, auxquelles vous n'aurez pas accès en librairie quand ça sortira. C'est vraiment des choses exclusives à la campagne de précommande. Et elle n'est pas belle cette couverture, mon Dieu. Si, elle est belle, ouais, ouais. Oh là là, Ouais. oh là là. Ouais, je crois que c'est jusque-là, je les adore toutes, mais celle-là, je crois que c'est ma préférée. Je crois peut-être qu'elle a encore l'aspect de nouveauté qui fait que je suis en pamoison devant. Mais une gravure j'allais dire de Julien Doré, de Gustave Doré, ça fait toujours son petit effet. Mais attends, Julien Doré, c'est pas le. Il est pas... Julien Doré, il doit faire ça aussi, vu tout ce qu'il fait, je pense qu'il fait ça aussi. Mais il fait pas genre partie de la famille éloignée de Gustave Doré, un truc comme ça? Je sais plus. Ça se pourrait, Là hein. n'est pas la question. Mais donc voilà, tous ces paliers, je vous laisse voir sur la page Ulule toutes les contreparties. Cette année, on met l'accent sur ce qu'on a appelé l'abonnement, c'est-à-dire le fait de commander le 5 et le 6 en même temps. Si vous voulez juste avoir le 5 ou le 6 ou les deux à l'unité, on veut aussi mettre en valeur les points de vente parce que le milieu de l'édition, c'est un peu compliqué ces dernières années. Donc, si on peut aider au passage les points de vente pour on va dire, les achats plus simples, c'est aussi cool. Mais si vous voulez des avantages auxquels vous n'aurez absolument jamais accès ailleurs, la campagne de précommande, celle-ci est vraiment absolument ultra fournie. Le t-shirt, notamment, Apocalypse, est Mouah. Celui-là, je suis très impatient de le recevoir pour le porter. Euh, Est-ce que j'oublie un truc? Oui, un petit teasing pour celles et ceux qui ont envie de voir leur texte publié dans Lestrange. On vous réserve une petite surprise aussi pour la suite de la campagne, mais ce n'est qu'un teasing de Margoulin. Du coup, je ne vous en dis pas plus maintenant. Mais voilà, ça arrivera plus tard dans la campagne. Je vérifie. Et oui, il y a aussi une adresse Gmail qui a été créé justement pour que vous puissiez envoyer vos propositions, vos textes et vos mails pour vous enquérir de toutes choses concernant Estrange. Ce mail, Mathilde, qui gère incroyablement bien la campagne de précommande, va vous le mettre dans le chat, mais je vous le dis à voix haute quand même, c'est Estrange Revue, tout attaché, en petit, @gmail.com. Estrange Revue @gmail.com. Je vérifie quand même le chat. J'avais vu quelques questions qui m'ont répondu, mais on ne va hélas pas pouvoir répondre à tout. Je regarde. Gustave et Julien, ouais, ok. Voilà, Mathilde vous a mis le mail auquel joindre la revue. Ok. Eh bien, chers amis, est-ce qu'il y a une chose que vous avez envie d'ajouter avant qu'on finisse ce live? Acheter Estrange, commander tout de suite. Non, merci, merci François pour ton Merci à invitation vous. à participer à l'aventure. Merci à vous. Ce fut un plaisir et un honneur. Oui, merci. Merci beaucoup. Et Passionnant de mais discuter avec écoutez, vous. merci et je vous dis à très très bientôt. À bientôt, Nous allons merci. faire de Bientôt. belles choses. Ciao.